Bienvenue sur Caribéenne et Scientifique. Je m'appelle Maïli, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Zverkovic. Alexandra va nous présenter son parcours et nous parler de son expérience du postdoctorat aux États-Unis. Bonjour Alexandra, comment tu vas? Bonjour Maëlle, je vais bien et toi? Oui, ça va, je suis très contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui pour ce podcast. Avant de commencer, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu les étapes de ton parcours et aussi ce que tu fais actuellement. Merci premièrement de m'avoir invité sur ce podcast. Je suis très honorée et j'espère que, en tout cas, toute mon expérience et mon parcours vous servira à plus d'un. Voilà, je suis Alexandra Zverkovic, guadeloupéenne d'origine. Je suis née à Saint-Claude, donc voilà. J'ai commencé mon parcours, donc je vais commencer le plus tard, ça serait le bac S. Bon, c'est en général le parcours requis quand on veut faire de la biologie, de la médecine. Moi, à l'époque, je voulais être chirurgien orthopédiste, donc c'était déjà bien tracé dans ma tête. Après le bac S, j'ai commencé par une première année des études de santé, de médecine. La PACES à l'époque, c'était en 2009. Comme la majorité, on va dire 90% des étudiants, j'ai redoublé la première année et toujours pas. Donc j'étais quand même bien classée, j'avais eu la moyenne, mais j'ai pas pu être classée dans les 80, 96 à l'époque premier qui pouvaient passer en deuxième année de médecine. J'ai demandé à tripler, ça n'a pas été accepté. Donc j'étais un peu triste entre guillemets. Ouais, c'est difficile d'échouer pour la première fois, hein. C'est difficile parce que dans ma tête, c'était assez tracé. Je voulais être chirurgien orthopédiste. Donc, après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et donc, la seule chose qui se rapprochait le plus, ce serait de continuer en sciences. Donc, j'ai fait une licence de biologie. Par rapport à mes notes de médecine, j'ai pu directement entrer en deuxième Ouais. année. Avec les équivalences. Ça m'a sauvé entre guillemets une année. Et donc j'ai fait ma première année, enfin ma deuxième année de licence à l'université des Antilles, la Guyane à l'époque, aujourd'hui des Antilles. Et donc j'avais un prof qui à l'époque était en contact avec l'université de Paris Diderot. Donc c'était le professeur Merciris qui malheureusement est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est un peu triste. Mais du coup, il avait dit, je me souviens en amphi, que ceux qui veulent partir à Paris, nous encourager, c'était un des professeurs qui nous encourageait à ne pas rester en Guadeloupe et à partir et à voyager pour étudier à l'étranger, notamment en France. Et du coup, lui, il était en relation avec l'Université de Paris Diderot qui proposait le magistère européen de génie. Évidemment, c'est un parcours un peu élitiste, ils choisissent les meilleurs, ceux qui ont les meilleures notes, etc. C'est un peu sur le parcours. Au niveau des notes qui jugent, j'ai postulé, j'avais d'assez bonnes notes, j'ai postulé, j'ai été acceptée. Donc, du coup, j'ai fait ma licence 3 à Paris Diderot, dans le magistère européen de génétique. Donc, c'était la première fois, du coup, que je partais, que je quittais la famille, je me suis retrouvée à Paris. Voilà, la différence de climat. Bon, on C'est a clair. à peu Ouais. près tous le même problème, Oui, nous, c'est sûr. antillais, quand on Mhm. part à l'étranger. En tout cas, la première année, c'est un peu dépaysant, mais bon, il faut s'adapter. Donc voilà, ça s'est pas trop bien passé dans le sens où, en fait, le background qu'on a aux Antilles en termes de génétique, c'est pas pour diminuer, mais c'est pas très poussé, on va Ok. dire. Mhm. Enfin, quand moi je suis arrivée en troisième année de licence, je me suis retrouvée avec des étudiants qui étaient super calés. Ils avaient fait la génétique depuis la première année. Et du coup, j'ai dû rattraper le retard, plus essayer de comprendre le niveau de la troisième année. Donc, en fait, plus le changement de pays. Enfin, il y avait beaucoup d'un coup à gérer. Et du coup, ça s'est pas bien passé. Et là-bas, si t'as pas la moyenne, bon, tu peux pas continuer. Donc, j'ai dû refaire une licence en biologie. Je me suis réorientée parce que ça m'a un peu dégoûtée de la génétique. Et c'était vraiment spécialisé génétique. Mais c'est un super programme pour ceux qui sont passionnés. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément, ce qui m'intéressait le plus. Après, ça veut pas dire que c'est un mauvais programme, hein, bien au contraire.
Je connaissais, enfin, j'avais été en contact à l'époque, un Guadeloupéen qui avait fait le magistère, qui lui avait été jusqu'au bout. D'ailleurs, je crois qu'il fait de la recherche en génie. Donc, en tout cas, s'il y en a qui sont intéressés pour faire le magistère, bien sûr, allez-y. Hein. C'est pas parce que moi, j'ai pas aimé que d'autres n'aimeront pas. J'ai repostulé pour une licence 3 en biologie santé. Donc, c'était mon parcours que j'avais aux Antilles. Ça, je l'ai fait à Paris Sud, Ok. donc à Orsay. Ouais, je connais bien, je fais mes études en ça aussi. Ah, super. Ouais. Et donc, du coup, voilà, ça s'est bien passé. J'étais plus Mm. dans mon élément, Oui. c'était de la biologie, voilà, etc. Et donc ensuite, j'ai fait un master de neurosciences, neurosciences et signalisation cellulaire. Et entre-temps, j'ai fait un DU de myologie. Ça, c'était à la Salpêtrière. Ok. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la myologie? Parce que je suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. La myologie, c'est l'étude du muscle. Donc, toutes les maladies neuromusculaires rares, enfin les maladies musculaires comme les dystrophies, etc. La maladie de Duchenne qui est assez connue, donc, notamment lors du Téléthon. Et donc voilà, j'ai fait ce DU spécialisé et du coup, je me suis plus réorientée. Mais en fait, juste pour revenir en arrière, moi, je suis passée de la neuroscience à ça. Moi, j'ai toujours, et puis j'incite aussi les autres à faire des stages parce que j'ai jamais voulu passer les grandes vacances sans rien faire, à m'amuser à la plage. J'ai toujours postulé donc mon premier stage, c'est au CHU de Pointe-à-Pitre. J'étais dans un service d'anatomopathologie. Ça, c'était pas mal. Ensuite, mon deuxième stage, du coup, c'était en Martinique, au CERCAL de Martinique, le centre de recherche des maladies rares, avec le docteur Bélance. Je sais pas s'il exerce toujours. Mais voilà, à l'époque, c'était avec lui. Et c'est là que j'ai rencontré de super personnes d'ailleurs qui m'ont incité à faire le DU de myologie, puisque c'était plus en relation avec les maladies neuromusculaires rares. Et moi, en l'occurrence, j'avais une grand-mère qui avait une maladie neuromusculaire rare, donc du coup, j'avais plus une envie d'étudier en fait le pourquoi, parce que bon, les médecins ne savaient pas trop ce qu'elle avait. Et donc voilà, c'est à partir de ça que je me suis orientée vers le muscle, l'étude du muscle et du coup les maladies neuromusculaires. Ok. Et à ce moment-là, donc pendant que je faisais le DU, j'ai rencontré, donc ça c'était à la Salpêtrière, le DU de myologie, une des attachées de recherche clinique qui était sur le site, qui travaillait sur site. Donc après ça, je vais expliquer après que ça fait aussi partie de mon parcours. Du coup, moi j'étais en master 1 à cette époque et je cherchais un stage de master 2 dans mon parcours de neurosciences, mon master de neurosciences. Et elle avait son ex-mari qui avait un labo. Donc, elle m'a dit, ben, contacte-le pour voir s'il a des places pour des étudiants en master. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mon stage de master 2. Et lui travaillait à Pierre et Marie Curie à Paris. Donc, du coup, j'ai fait mon stage de master 2 Mhm. là. Et lui, il est d'origine, donc je précise parce qu'après ça va déterminer pourquoi je suis partie en Italie. Il est d'origine, pas d'origine, il est italien qui travaille en collaboration avec la France. Donc il enseigne l'histologie entre l'Italie là, et Paris. Et donc parce que c'est par rapport à lui, c'est lui qui m'a permis, entre guillemets, d'avoir mon doctorat que j'ai fait par la suite. Mais avant de faire mon doctorat, dans le master de neurosciences, donc les neurosciences, j'aimais beaucoup, mais bon, après, tout dépend En France, la manière d'étudier est un peu différente quand on est à l'étranger. C'est surtout basé sur du par cœur. Enfin, voilà. Je pense que la méthodologie, voilà, est différente. Donc, c'est pas forcément moi ce qui me permet, si tu veux, de m'émanciper et de développer en fait mes capacités. Que, du coup, bah, ma manière d'apprendre ne correspondait pas au prof, donc j'avais jamais de bonnes notes en fait en neurosciences. Moi, je voulais faire un doctorat. Et il me disait, si tu veux rentrer en master 2, il faut que tu choisisses un autre. Enfin, le doctorat, c'est pas la peine d'y penser, t'as pas les notes pour ça. Donc, du coup, il m'a dit, réfléchis à un parcours professionnel pour que tu puisses entrer en master 2, en fait. J'avais aux alentours de 10 de moyenne en neurosciences. Et c'était lui qui gérait donc le master, donc évidemment, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire avec un master, en fait? Comme métier, c'est pas évident. On n'a pas vraiment cette notion de l'après, en fait. En France, c'est très théorique.
Et en fait, on n'a pas du tout de formation sur qu'est-ce qu'on peut faire avec le diplôme qu'on a. Ouais, c'est parce que t'avais fait un master plutôt de recherche. C'est T'avais pas fait un ça. master professionnel. Ouais, Non, c'est ça. c'est ça. En fait, je pense que c'est aussi ça parce que je sais, alors je me souviens que moi aussi, quand je devais choisir, j'avais le choix entre un master plutôt axé recherche et un master plutôt professionnel. Et comme moi, je me voyais plus ingénieur chimiste, responsable de labo, donc j'avais choisi un master plutôt appliqué, plutôt professionnel. Mais effectivement, toi, comme tu voulais plus faire une thèse, donc je suppose que c'est pour ça aussi que tu t'es orienté plus vers un master de recherche qui vraiment c'est pas évident hein, avec le master de recherche de se projeter, en fait, comme tu dis. Donc, C'est ouais. ça. C'est ça. Puisque en France, la suite logique, tu fais un master et tu vas en doctorat. Exactement, surtout quand tu fais le master de recherche. Je me souviens parce que moi, c'était compliqué de faire Enfin, mes directeurs de master, ils n'ont pas vraiment compris pourquoi j'ai fait une thèse après mon master pro. Parce qu'en fait, normalement, après le master pro, tu es censé travailler. Ce que je comprends, mais voilà, le parcours évolue, le parcours change, hein. C'est ça. Mm. C'est une des choses d'ailleurs que je reproche, entre guillemets, hein, à Mm. la Oui, France. oui, oui, ben oui, ça bloque en C'est fait ça, pour rien, parce que ça dépend, en fait, d'une année à l'autre, on peut vouloir faire quelque chose de complètement différent, hein. exactement. Voilà, hein, ça dépend de ce qu'on vit, de ce qu'on apprend en stage. Donc, C'est très mal vu en mais je suis France. d'accord En avec fait, ils toi. aiment bien les parcours très linéaires où on ne change pas trop, parce que sinon, c'est mal vu, bizarrement. Mais bon, c'est une des différences entre, voilà, c'est comme ça. Du coup, il m'a dit, bon, ben, il faut réfléchir à autre chose qu'un doctorat. Donc, j'ai dû m'asseoir et faire des recherches. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un master, etc. Et du coup, bon, le premier truc que j'ai trouvé, c'est attaché de recherche clinique. Donc j'ai dit bon voilà, c'est ce que je veux faire, tout en sachant que c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Enfin, moi je voulais faire un doctorat. Je me suis dit bon, si c'est pas avec eux, ça sera ailleurs que je tenterai de toute façon. Mais bon, c'était juste pour terminer mon master. Sinon, si j'aurais pas trouvé de projet professionnel, j'aurais pas pu terminer mon master. Donc j'ai dit le premier truc que j'ai trouvé, attaché de recherche clinique. Ben, c'est ce que j'ai fait après mon master, vu que j'avais pas de proposition de doctorat. Je me suis inscrite à la formation, super formation d'ailleurs, hein, à l'Institut Léonard de Vinci. Donc, c'est une formation payante, 3 mois de théorie et 3 à 6 mois de pratique. Donc, où on exerce, entre guillemets, on est en stage, mais en même temps, on peut avoir un poste. C'est assez rapide comme parcours. C'est une formation assez rapide, en fait, diplômante et ensuite avec 100% quasiment de chance d'avoir un poste à la clé. Donc, je me suis dit, ben, banco, je vais pas rester sans rien faire. Donc, je me suis inscrite, j'ai commencé, j'ai fait la formation, ça s'est très bien passé. J'ai intégré, donc pour mon stage, j'ai eu un peu de mal à trouver mon stage, mais le fait que tu sois dans la formation, en fait, ils font en sorte que tu aies quelque chose. Tous les élèves de la formation, ils ont eu un stage. Ça, c'est pour ça que je recommande d'ailleurs à faire ce genre de formation, même si, bon, on paye, c'est vrai, bon, c'est une petite somme, c'est pas non plus exorbitant. Quand je vois les prix ici aux États-Unis, c'est rien du tout. Mais quand même, on est sûr à la clé d'avoir un poste. Donc ça, c'est quand même rassurant. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai intégré l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. C'est le centre hépatobiliaire. Donc j'étais ARC là-bas. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un ARC, attaché de recherche clinique. ARC, c'est quelqu'un qui a pour mission de mettre en place et suivre des études cliniques en garantissant la qualité des données, le respect de la réglementation auprès des hôpitaux, des investigateurs. Et en fait, on intervient à toutes les étapes du développement clinique. Donc, ça peut être les phases précoces, comme les phases de développement clinique jusqu'à post-AMM, donc quand un médicament est mis sur le marché. Ça peut être médicament, mais ça peut être aussi dispositif médical. Donc, c'est à partir du moment où c'est un essai clinique, donc il faut des arcs. Donc, en fait, en général, les arcs moniteurs ou les arcs sur site, ils ont un peu des missions différentes. Moniteur, où ils se déplacent. Donc, moi, c'est ce que j'étais. Je faisais un peu les deux, mais j'étais plutôt arc moniteur. Donc, je me déplaçais de site en site. Donc, j'allais dans tel hôpital pour voir est-ce qu'ils suivaient la réglementation. Donc, j'ai fait
Bordeaux, Nice, Marseille. Je fais plus, voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui sont intéressés et qui aiment bouger, c'est quand même assez intéressant. Tout est pris en charge Ok. par la Hmm. société qui finance donc l'essai clinique. Donc voilà, c'est intéressant. Après, ceux qui ont des familles préféraient plutôt l'arc sur site. Donc tu restes à l'hôpital et c'est toi qui es au contact du patient, qui va recueillir les données, prendre les consentements, etc., etc. Tandis que l'arc moniteur, lui, il a pas forcément accès avec le patient. Il interagit plutôt avec le médecin, les infirmières, les pharmaciennes ou les pharmaciens. Donc voilà, c'est un peu différent. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois. Entre-temps, durant donc ces 6 mois, mon ancien maître de stage, donc, s'appelle Dario Coletti, il m'a contacté pour me dire hey, Alexandra, comment ça va? Tu sais, il y a une ouverture de thèse à Rome pour l'année prochaine. Donc, si ça t'intéresse toujours de faire une thèse, tu peux postuler. Tu as une semaine pour postuler. Ah oui. J'ai dit une semaine, oh mon Dieu. Donc, il faut écrire lettre de motivation, recueillir des aussi recommandations, etc., etc. Donc, j'ai tout fait en une semaine. J'ai soumis. Et puis, donc ça, c'était le mois de mars, je crois, un truc comme ça. Et au mois d'avril ou au mois de mai plutôt, on a eu la réponse. J'ai reçu le mail, congratulations. Donc, j'étais super contente. J'étais en plus en monitoring à Paris, hôpital, je ne sais plus quel hôpital. Et du coup, j'étais super contente. Je partais pour Rome pendant 3 ans. C'est comme ça que j'ai fait mon doctorat. J'ai atterri à Rome, en Italie. Magnifique ville, pour ceux qui Ben, n'ont pas j'imagine. visité. Je me suis mise à l'italien, je parlais italien, donc maintenant je parle italien. Bon, maintenant, plus maintenant vu que je suis plus là-bas, mais c'est quand même une de mes langues préférées. Donc. Et du coup, j'ai fait voilà mon doctorat en Italie, j'ai fait 2 ans en Italie, et durant mon doctorat, dans ce même labo, il y avait déjà une doctorante qui faisait une co-tutelle entre Paris et Rome, donc avec ce même professeur. Et du coup, moi, c'est ce que je voulais faire aussi pour avoir toujours un lien avec la France. Donc, j'ai fait une demande de co-tutelle quand j'étais en Italie. La demande de co-tutelle, en général, il faut la faire dans la première année de doctorat et ensuite, c'est accepté en général la deuxième année. Donc, après, il faut justifier pourquoi tu veux travailler dans une autre université, etc., etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ma co-tutelle a été acceptée. Donc, à partir de là, j'étais étudiante à Paris et à Rome. Et donc, la co-tutelle, l'avantage, c'est que bah, tu as un double diplôme de doctorat. Donc, au final, j'ai un diplôme de Paris et un diplôme de Rome, de l'université de Rome. Je peux dire que j'ai 2 doctorats. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la co-tutelle à Paris. Là, on est sur la fin de mon parcours. Durant mon doctorat, toujours ce même professeur. Eh ben, dis donc, il a marqué ton parcours professionnel, hein. Ah oui, oui, c'est mon mentor. C'est Jusqu'à super. présent, on est en C'est contact et génial. on essaye de continuer de travailler ensemble. Parce que c'est lui qui m'a parlé à l'époque. Donc, quand il m'a parlé de ça, j'étais en Guadeloupe. Ma grand-mère était décédée, donc j'étais venue de Rome en Guadeloupe pour l'enterrement, etc. Et il m'avait téléphoné, il m'a dit ah, Alexandra, je pense à toi, mais tu sais, moi j'avais fait Fulbright à l'époque quand j'étais doctorant, j'avais fait mon post-doctorat ou mon doctorat aux États-Unis. Essaye de voir si tu peux pas postuler. Je lui dis, oh, waouh, c'est génial, il veut que je parte aux États-Unis. Et du coup, ouais, ça m'avait donné un peu de baume au cœur. Que j'ai cherché tout de suite. Je me souviens, j'étais au Sainte, pas très bonne connexion Internet, mais quand même, j'avais pu me connecter. J'avais cherché pour voir Fulbright, quand est-ce qu'il faut postuler, quels sont les prérequis, etc., etc. Enfin, ce que j'avais trouvé, ça me disait que les inscriptions étaient closes. Donc, je l'ai contacté, je lui ai dit, ah, dommage, c'est déjà clos, tant pis, mais merci quand même d'avoir pensé à moi. Et puis, un mois plus tard, je sais pas, ça m'est venu à l'esprit, mais est-ce que tu as bien cherché? Et du coup, j'ai recherché et le premier lien sur lequel je tombe, c'est bourse franco-américaine. Bon, mon père va pas être très content si je dis américain, mais états-unienne, on va dire, c'est plus approprié. Et du coup, là, je vois deadline, c'est le 31 janvier 2020. Et donc, j'ai dit, oh super, c'est encore ouvert pour la bourse Fulbright. Donc,
déjà ce que c'est la bourse Fulbright. Peut-être on va en reparler après, je sais pas à quel moment. Oui, oui, on va en reparler tout à l'heure. Oui. Et c'est comme ça que j'ai postulé et que je me suis retrouvée aux États-Unis. Donc voilà, c'est un long parcours, pas très, pas très typique, on va dire. Non, mais très bien, très intéressant. Enfin, justement, moi, je trouve que ce sont les parcours, comme tu dis, qui sont pas forcément linéaires, qui sont les plus intéressants. Parce qu'en fait, ça s'est construit au fur et à mesure de tes opportunités, de ce que tu avais envie de faire. Moi, je trouve que c'est super, hein. Très, très beau parcours. Et là, en fait, actuellement, tu fais quoi aux États-Unis? Enfin, en tout cas, tu es en post-doctorat, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai un post-doctorat. Ok, tu es où exactement? Je suis en Californie à l'université de Berkeley, UC Berkeley. Ok. De toute façon, on va en parler longuement tout à l'heure. Du coup, avant de retourner sur ton postdoc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta thèse et ce que tu as fait? Oui, donc ma thèse s'intitulait L'ocytocine, un traitement hormonal contre la cachexie dans des modèles précliniques. Ok. J'étudiais l'ocytocine, qui est une hormone neurohypophysaire synthétisée dans l'hypothalamus, qui affecte le système nerveux central, mais aussi les muscles lisses tels que l'utérus, les muscles des glandes mammaires, donc notamment lors de l'allaitement et lors de l'accouchement. C'est ce qui est sécrété lorsque la mère allait et l'enfant aussi lorsqu'il tète. Donc ça crée un attachement mère-enfant. Et aussi c'est sécrété entre des amis, quand on est avec des amis, des personnes qu'on aime, etc., etc. C'est ce qui permet de s'attacher à quelqu'un, entre guillemets. Donc du coup, moi j'ai travaillé sur cette hormone, donc pas sur la molécule en particulier, parce que je ne suis pas chimiste. Ouais. Donc, toi, peut-être tu pourras me dire plus de choses sur l'ocytocine, mais plutôt sur l'effet de cette hormone sur la cachexie. Ok. Donc, la cachexie, c'est un syndrome de fonte musculaire. Donc, c'est caractérisé par une sévère fonte musculaire. C'est souvent associé à des maladies chroniques. Donc, ça, je pense que vous l'avez déjà remarqué un peu. Enfin, je parle en général, les personnes qui ont un cancer, qui perdent du poids très rapidement, typiquement, ça, c'est de la cachexie. Et aussi les enfants malnutris, ils sont cachextiques. Voilà, il y a plein de maladies chroniques qui entraînent la cachexie. D'accord. Moi, je connaissais pas du tout. Oui, avant, c'était pas très connu. Maintenant, les médecins sont au courant, je pense. Ok. Comme vous dites. Et parce qu'en fait, c'est vraiment un syndrome à part entière qui a des symptômes, etc., etc. Mais le plus visible, en tout cas, c'est la sévère fonte musculaire. Mhm. Donc après, il y a des dérèglements au niveau moléculaire, évidemment, des examens plus poussés. Mais voilà, en tout cas, visiblement, quand on voit quelqu'un qui a maigri et qui a un cancer, on sait très bien que c'est la cachexie. Du coup, moi, j'essayais juste voir si l'ocytocine peut être une hormone qui peut contrecarrer ou en tout cas empêcher la cachexie de se développer, permettre aux patients atteints de cancer de pouvoir être traités pour leur cancer et non pas mourir de cachexie. Parce qu'en fait, quand ils sont cachectiques, ils sont tellement affaiblis, ils ne peuvent pas supporter en fait les chimiothérapies, les radiothérapies, etc., etc. On les traite plutôt pour mourir d'une manière sans douleur, etc., etc. Donc, si on peut au moins prévenir la cachexie, à ce moment-là, ça laisse aux cancérologues Plus de marge plus pour... de marge, voilà, Mm. pour traiter Et, le cancer. et du coup, qu'est-ce que tu as obtenu comme résultat dans le cadre de ta thèse? Juste pour remettre dans le contexte, l'ocytocine, donc comme j'ai dit, ça intervient lors de l'accouchement, donc notamment, ça permet la contraction des muscles lisses. Mais aussi, il y a pas mal d'études qui avaient montré que ça permettait aussi la différenciation et la régénération des muscles squelettiques. Donc, les muscles squelettiques, c'est les muscles du corps. Les muscles lisses, c'est comme le cœur, l'utérus, etc., les muscles de l'intestin. Du coup, étant donné que la cachexie, ça affecte les muscles, l'ocytocine, peut-être, ça peut aussi protéger. C'était un peu l'hypothèse de recherche. Et effectivement, c'est ce que j'avais un peu observé. Donc, bon, j'imagine que c'est très bien en science, c'est jamais 100%. Mais c'était quand même, on avait quand même des résultats significatifs. Donc, significativement, des souris traitées à l'ocytocine
porteuse de Ouais, tumeurs, c'est ce que j'allais te demander sur quelle espèce tu as travaillé. travaillait sur cellules musculaires et aussi in vivo, donc avec des souris. Ok. Et du coup, tu observais une différence lorsque tu injectais de l'ocytocine aux souris. Tout à fait. Donc, l'homéostasie du muscle, donc le muscle en général était préservé, la masse musculaire était préservée, tout en ayant la présence du cancer, comparé à des souris porteuses de tumeurs, uniquement, non traitées. Donc, ça indique quand même que ça a un effet protecteur. Oui, tout à fait. Et alors, bon, là, je sais comment ça se passe, hein, on fait toujours des tests in vivo, enfin voilà, expérimentaux initialement. Et à l'échelle humaine, est-ce que tu penses que ça serait transposable? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait, c'est transposable parce qu'en fait, on avait une équipe au Brésil qui avait montré notamment que l'ocytocine, et puis pas qu'au Brésil, mais l'ocytocine diminue chez les patients cachectiques. Mhm. Donc, en gros, il y a moins d'ocytocine, donc le muscle est moins protégé et du coup, il se dégrade plus rapidement avec le cancer. Donc, si on en injecte, on peut contrebalancer en fait cet effet. Donc, en fait, l'étape suivante de ma thèse serait de faire un essai clinique. Du coup, avec la notion d'attaché de recherche clinique et tout ça, donc du coup, j'aurais pu aussi suivre l'essai. Ben oui, c'est ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, au final, ton parcours te permet de toucher beaucoup de métiers différents. Donc c'est génial. Tu aurais pu limite faire toi tes tests cliniques en fait, à la suite de ta thèse. Ben, c'est super intéressant en tout cas. Je trouve que ta thèse, elle est vraiment très intéressante. Est-ce que maintenant tu pourrais nous parler un petit peu de la bourse Fulbright? Donc, le programme Fulbright ou bourse Fulbright, c'est un système en fait de bourse d'études très sélectif, on va pas se le cacher, fondé sur le mérite notamment, et c'est en général subventionné par le département d'État des États-Unis et par les gouvernements des pays qui participent ou qui font partie, donc qui ont l'accord de la bourse, enfin, c'est-à-dire qui sont en relation avec les États-Unis. Donc ça, c'est un programme qui a été créé par James William Fulbright. C'est un programme qui porte son nom, qui a été créé à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, en termes d'échanges culturels et éducatifs entre les pays pour contribuer à maintenir la paix sur la planète. Ok. Donc en fait, c'est un échange de cerveau, entre guillemets, Mhm. non pas entre guillemets, c'est un échange de cerveau entre pays pour maintenir la paix. Et du coup, pour postuler, donc c'est comme tu as dit, on va sur le site, on regarde un peu ce qui est demandé et derrière, on postule quoi. Donc, en gros, le plus important, moi, comment j'ai pu m'inscrire, parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais en thèse Mhm. en Italie, c'est uniquement grâce au fait que j'avais une co-tutelle, donc j'étais Ah, inscrite dans une d'accord. université en France que j'ai pu m'inscrire, parce que Ah ben bien le sûr, puisque prérequis, C'est voilà, France-États-Unis, donc effectivement, si c'était que France-États-Unis. Rome, tout à fait. Le Fulbright Italie, j'aurais pas pu m'inscrire parce que je suis pas italienne. Il faut être citoyen du pays et inscrit dans une université du pays Ok, où tu et être en postules. thèse. Enfin oui, parce que c'est bourse, En c'est les thèse bourses. ou master, en fait, il y a différents. On peut aussi faire un master avec le programme Fulbright. On peut aussi faire des échanges de langues. Donc, tous ceux qui sont enseignants d'anglais, par exemple, ou de français, ils peuvent faire des échanges, aller enseigner le français aux États-Unis à travers le programme Fulbright. Donc, on peut faire un master, on peut faire une thèse, on peut faire juste un échange comme moi j'ai fait. C'était plutôt, c'est un peu comme un stage en fait, puisque c'est une durée plus limitée que si on va faire un master ou ça. Là, c'est sur 2 ans. Moi, c'était maximum, mon programme, c'était entre 3 ou 4 mois, de minimum 4 mois à 12 mois. Et moi, j'avais fait les 12 mois par rapport au projet. Donc, c'est toujours basé sur le projet. Maintenant qu'on a parlé de la bourse Fulbright, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton doctorat en Californie? Qu'est-ce que tu y fais et puis comment ça se passe aussi? Mon post-doctorat ou mon doctorat. Oui, ton post-doctorat, excuse-moi. OK. Ton poste de post-doctorat. OK. Donc, j'ai eu la bourse Fulbright. Je suis arrivée donc dans ma dernière année de doctorat, donc la troisième année. Du coup, j'ai fait 2 ans en Italie, enfin 2 ans,
en grande majorité, j'ai fait quelques voyages de 2, 3 mois à Paris par rapport à la quotutaine, puisqu'il faut faire du temps dans l'université aussi partenaire. Et du coup, je me suis inscrite pour Fulbright, j'ai eu la bourse durant le Covid d'ailleurs, donc c'était en 2020. Et en général, quand on postule, donc c'est important à savoir, quand on postule, c'est pour l'année d'après, c'est pas pour la même année. Donc après, il faut calculer si, par exemple, on est en troisième année de thèse, ça sert à rien de postuler pour un doctorat, il vaut mieux postuler pour un post-doctorat. Ah oui, donc pour la bourse Fulbright, tu peux aussi postuler pour des post-doctorats, c'est pas uniquement pour des doctorats. Non, D'accord, donc en fait, non. c'est master, doctorat, post-doctorat. Et c'est ce que tu as fait du coup. Moi, non, j'ai fait le doctorat, la troisième année de doctorat, voilà. Donc j'ai été sélectionnée, donc c'est une sélection nationale en France, donc toutes les universités comprises. Donc j'imagine, je crois que même on peut, si on est inscrit à l'université des Antilles, on peut postuler. Mhm. Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc du coup, moi j'avais postulé en deuxième année de doctorat pour partir en troisième année. Donc je suis partie en janvier 2021. Donc j'ai fait toute l'année 2021 là-bas. Donc du coup, vu que c'était la fin de ma thèse, c'est l'année la plus, euh, on va dire, Compliqué. compliquée. Et ouais, parce qu'en même temps, c'est là où il faut finaliser les résultats, etc., etc. Moi, j'arrivais encore dans un nouveau pays, donc il y a 3 mois d'adaptation. Les manips, ça fonctionne pas dès du premier coup, donc j'ai perdu 3, 4, 5 mois, pas perdu, mais en tout cas, j'ai mis Oui, on se comprend. 5 mois à tout mettre en place pour pouvoir vraiment commencer mon sujet. Il me restait 6 mois. Et du coup, après, j'ai commencé à avoir des résultats, des résultats, des résultats. Entre-temps, il faut écrire la thèse. Je me souviens C'est plus à quel ça. mois j'ai Finaliser écrit. les articles. C'est ça. Les articles, j'y suis toujours, justement. Comme j'avais déjà, en fait, publié une revue en premier auteur durant ma première ou deuxième année en Italie, donc du coup, j'avais pas ce problème d'urgence d'avoir un papier pour soutenir. Ouais. De ce point de vue-là, j'avais pas trop de pression pour les papiers. C'était plutôt vraiment pour la rédaction de. La rédaction de la thèse. Mm. D'ailleurs, en Italie, pour ceux qui sont intéressés, faire leur thèse à l'étranger, la soutenance est bien moins compliquée qu'en France. C'est vrai? Ah Quand oui. tu dis bien moins compliqué, c'est dans quel sens? Ah, dans tous les sens du terme. Ah ouais. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile d'avoir son doctorat en Oui. Italie par rapport Mhm. à la France. Hein. Je minimise pas du tout le niveau. Ça n'a rien à voir. C'est juste le système est différent. On est tous les étudiants de doctorat qui soutiennent leur thèse le même jour ou sur 2 jours, donc une Ah ok. demi-journée. Donc du coup, on a, je sais plus, est-ce que c'est 20 minutes de Ah présentation? ouais, d'accord, ça Ouais, n'a rien c'est à c'est voir. c'est hyper Avec short. nos 45 minutes, Non, ouh, non, non. Et je 20 crois que c'est minutes c'est 5 minutes de questions. Enfin, Ah ouais, c'est le paradis quand j'assistais à côté des thèses, 3 heures de questions. Mais en fait, la différence en Italie, c'est on a plus de pression pendant la thèse qu'à la fin. d'accord, ok, je comprends. Pendant la thèse, à chaque année, on doit passer, en fait, c'est pour passer en deuxième année, pour passer en troisième année, on a des examens, un peu. C'est un peu comme un examen C'était pas un oral. examen, mais j'ai eu ça aussi avec des comités de pilotage où du coup, à chaque fin d'année, il y avait quand même un avis sur comment s'était passé l'année, C'est etc. ça. Donc, après, c'est peut-être plus poussé en Italie, effectivement. C'est peut-être, Mm. voilà, c'était différent. C'est ça. Non, c'est-à-dire, ouais, plus, comment je dirais, stressant, en fait, cette Mhm, mhm. soutenance, Ok. ce genre de présentation. Après, évidemment, la soutenance, bon, ben, tu joues un peu ton diplôme, mais en même temps, c'est pas vraiment, enfin, tu as fini ton travail, tu as tout fini, donc c'est, c'est très rare que quelqu'un rate, en fait. Et je pense en France Oui, c'est aussi, c'est vrai. un peu pareil. En général, on recale pas quelqu'un. Donc voilà, c'est ça. Mais dans le sens où c'est beaucoup plus court, donc pour ceux qui sont intéressés. Donc du coup, j'ai pas eu à soutenir en France parce que j'ai dit quand même, je peux pas soutenir 2 fois. Oui, Donc ben non, mais j'ai c'est sûr, soutenu c'est en sûr. Italie et puis voilà.
Du coup, après, il y avait un comité français. Donc, après, quand tu es en co-tutelle, il faut un comité des deux pays, des deux universités. J'avais un comité italien, un comité français. Et en même temps, vu que j'étais aux États-Unis, donc je suis rentrée juste avant la soutenance. Enfin, c'était un peu compliqué, mais bon, ça s'est bien passé de manière générale. Et du coup, pendant ma troisième année, donc ici aux États-Unis, au bout de 5 mois, ma chef m'a dit, est-ce que tu voudrais pas rester pour un postdoc quand tu as soutenu? J'ai dit oui, bien sûr, évidemment. Enfin, ils aimaient bien mon travail, comment je travaillais, etc. Donc en fait, c'est eux qui m'ont demandé de revenir. C'est comme ça que j'ai eu mon postdoc. Et du coup, c'était sur ce que tu faisais aux États-Unis ou est-ce que c'était un nouveau sujet? C'est les deux, parce que après la thèse, il faut publier ses résultats, évidemment. Donc, Oui. cette partie, j'ai pas encore fini pour boucler l'article. Donc, je suis en train de finaliser et en même temps, je travaille sur d'autres projets. En général, c'est un autre projet. Parce qu'en fait, eux, ils sont pas un labo spécialisé dans la cachexie. Donc après, j'ai dû trouver, en fonction de ce qu'ils font ici, créer une collaboration pour apporter un plus à mon projet sur la cachexie. Mais en fait, eux, ils travaillent sur le vieillissement, donc ça n'a pas vraiment à voir Ouais. avec la cachexie, même s'il y a des points communs. Oui, c'est ce que Après, j'allais te dire, hein. Tu peux créer des ponts quand même au niveau oui, oui, musculaire, etc. évidemment, par rapport à ce que évidemment. tu fais. Donc, ouais. Mm. C'est comme ça que j'ai eu mon postdoc. Ouais, mais c'est super. Non, franchement, c'est une très belle opportunité, je pense. Et du coup, ben, comment ça se passe pour toi aux États-Unis? Est-ce que tu t'y plais? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est plus facile? Oui, ça se passe très, très, très bien. Là, j'ai un nouveau projet sur le vieillissement, donc je travaille sur le vieillissement. Après, je ne sais pas si tu veux qu'on parle plus en détail du vieillissement, mais je travaille sur le vieillissement en général, l'étude du vieillissement et surtout mon labo est spécialisé dans comment rajeunir, donc le rajeunissement. Ah, c'est intéressant. Donc oui, je pense que ça intéresse quand même pas mal de personnes sur cette planète. Le plus compliqué ici, c'est le coût de la vie. C'est très, 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 très cher. Les logements sont très chers. Enfin, et quand je regarde le salaire de personnes qui n'ont pas de doctorat, qui gagnent 2 fois plus que moi, je me dis, quoi? Dans l'académie, pourquoi l'académie ne paye pas? L'académie ne paye pas. Et pourtant, je pensais qu'aux États-Unis, c'était plus valorisé quand même le diplôme de doctorat. Si, ça l'est, ça l'est. Mais pas dans l'académie. Il faut partir dans l'industrie. Ah, ok, dans la recherche académique, ok. Academic research, ok. C'est Mm. ça. Ok. Ben, ton parcours est super intéressant, très riche. Donc, ma question maintenant, c'est, ben, là, tu es à l'étranger, aux États-Unis. Est-ce qu'un jour, tu te vois retravailler dans la Caraïbe, en Guadeloupe ou sur une autre île de la Caraïbe? Oui, évidemment. Comme tout ultramarin, on a envie de rentrer au pays. Après, le problème avec la France, c'est les moyens financiers. Ça, je pense que tu es bien au courant. Pour avoir travaillé en France, je vois la différence. Faire la recherche en France et aux États-Unis, ça n'a rien à voir, financièrement parlant. En métropole et même en Italie, je me souviens en Italie, il fallait économiser pour ne pas gaspiller les gants. C'est un truc basique quoi, pour travailler en recherche. Alors qu'ici, on ne se pose pas la question. Il faut acheter des gants, on achète des gants. Voilà. Mhm. Ouais, ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Ben, c'est dommage. Après, bon, malheureusement, le gouvernement ne donne pas assez d'argent pour la recherche, ce qui est vraiment déplorable. Mais bon, après, moi, je peux pas être plus que ce que les décisions comme elles sont prises. Donc, c'est dommage parce que il y a beaucoup de Français qui malheureusement partent à l'étranger et découvrent Oui. des choses à Ouais, et puis l'étranger. après, ils reviennent plus. Voilà, mais notamment le dernier cas, c'était le prix Nobel de chimie en 2020, Emmanuelle Charpentier. Mhm. Elle est française, mais son prix Nobel, elle l'a pas eu en France, elle l'a eu en Allemagne. Et elle-même, elle l'a dit, c'est dommage, mais en Allemagne, ils ont compris qu'il faut mettre de l'argent dans la recherche.
Et donc, ouais, par rapport à ça, donc, mais tu te vois quand même revenir Ben, par rapport à ça, c'est difficile. C'est Hmm. difficile de revenir parce que je reviens avec le bagage que j'accumule toujours. Mhm. C'est difficile. J'aurais souhaité ouvrir un labo, continuer la recherche sur le vieillissement, avoir un labo de pointe en Guadeloupe, ce serait le top. Et pour pouvoir concurrencer les labos des États-Unis, mais il faut l'argent, quoi. Parce que ne serait-ce que pour faire déjà l'emplacement de la Guadeloupe, c'est pas idéal pour recevoir par rapport quand on passe des commandes déjà ici aux États-Unis. Quand c'est une commande qui vient de l'Europe, ça met un temps fou. Ah, ça, c'est clair, Euh, hein. Hmm. En Guadeloupe, ça serait vraiment compliqué. Je me souviens, j'avais entendu Marina Royer, j'oublie son nom, Mariana comment Waillé, elle s'appelle. Yeah, ouais, de voilà, c'est ça. biostratège. Mhm. Exactement, qui expliquait comment c'est compliqué en Guyane d'avoir des ressources, quoi. Même les choses les plus basiques pour faire de la recherche. Donc, j'ose même pas imaginer aussi comment ça pourrait se passer en Guadeloupe. Donc, de ce point de vue-là, logistique, de point de vue économique, c'est très, très, très compliqué. Malheureusement, c'est la triste réalité. Donc, oui, je voudrais venir, mais ça serait se mettre des bâtons dans les roues, quoi. Je comprends ton point de vue. Après, j'espère que ça changera, parce qu'à mon avis, on a quand même besoin ben, de forces vives, pardon, ben, qui reviennent avec toutes les problématiques qu'on a au niveau santé. Enfin, moi, je trouve ça quand même très Je peux important. apporter beaucoup de choses à la Caraïbe et à la Guadeloupe, mais après, il faut que le reste suive. Et ça, pour l'instant, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, Peut-être qu'un jour, on va réussir à faire ça changer. oui, on espère. À part si je gagne le loto et que je m'autofinance, Écoute, on sait jamais. ça serait le seul moyen, en fait. Ouais, je sais pas si ça serait le seul moyen. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie de voir aussi si entre... Bon, c'est pas qu'entre chercheurs qu'on va réussir à faire quelque chose, mais en tout cas, peut-être que si plusieurs chercheurs commencent à essayer de créer des ponts entre eux et réfléchir à comment faire les choses, on peut peut-être au bout d'un moment réussir à faire émerger aussi ben, un centre de recherche à voir. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas évident, c'est compliqué. Oui, il faut trouver l'argent. Il faut trouver l'argent. Est-ce que toi, tu as rencontré beaucoup d'étudiants caribéens en Californie ou pas beaucoup? D'étudiants, non. J'ai pas rencontré d'étudiants parce qu'en fait, j'étais pas vraiment étudiante, donc j'étais pas dans des salles de classe, etc. Mais j'ai rencontré des docteurs, deux. Il y en a un d'ailleurs qui était dans mon labo quand je suis arrivée en 2021. Il partait pour l'université de Stanford. Et du coup, c'était vraiment surprenant de trouver un Mhm, ouais, bah Guadeloupéen oui. dans le même labo, en fait. C'est même pas dans la ville, c'est dans le même. Et j'étais aussi logée chez une Guadeloupéenne, donc elle aussi, j'ai eu un contact. Donc, c'est important d'ailleurs d'avoir des contacts, garder vos contacts. Mais oui, mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que quand même, ça te permet d'être proche Exactement. un peu de ton île, Ah, quoi. oui et non. Mais oui, évidemment, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui nous ressemblent. Mais là, j'étais logée chez une femme toujours en 2021, guadeloupéenne, qui travaille aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Donc, elle travaillait chez Pfizer à l'époque. Et bon, maintenant, elle a changé, elle est chez Merck. Mais voilà, encore une Guadeloupéenne qui fait son chemin bon, à l'étranger, voilà, malheureusement. Mais et c'est notamment dans notre domaine, les sciences, c'est plus compliqué de trouver un poste. Oui, vraiment, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de labos, c'est souvent des postes plutôt de techniciens. Il y a peu de postes d'ingénieurs ou de responsables, donc forcément, avec le doctorat, c'est compliqué, quoi. Enfin, voilà. Et bien justement, qu'est-ce que tu aimerais dire à un jeune qui souhaiterait faire comme toi? Suivre ton chemin. Ah bien, faut pas avoir peur de quitter le cocon familial, ni le département. Ouais. Partez, allez voir d'autres horizons. Il faut pas, ne craignez pas d'apprendre de nouvelles choses, parce que moi, c'est ce qui me euh, motive aujourd'hui. Et puis j'ai remarqué la différence vraiment entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, ils sont très
pro, quand tu as un parcours très atypique, en fait, pour eux, ça démontre que tu es capable de faire beaucoup de choses. Ça démontre plutôt tes capacités, plutôt que quelqu'un qui a un parcours très linéaire. Donc ça, c'est la grande différence. Ouais. Et donc, en fait, j'ai beaucoup apprécié, j'apprécie toujours le fait que tu peux tout apprendre, en fait. Et the American Dream, le rêve américain, en fait, c'est vrai dans ce sens où, en fait, à partir du moment où tu veux, tu peux tout faire. Moi, j'ai appris des choses en un an quand je suis retournée pour soutenir ma thèse que plein d'étudiants n'avaient jamais entendu parler. J'ai fait plus de choses que ce que j'avais fait en 2 ans à Paris et à Rome. Pas pour dire que ils sont moins Non, mais bien, c'est que c'est pas la même pas la même dynamique. c'est pas la même dynamique. Voilà ce que je cherchais le mot, c'est juste ça. Ça veut pas dire que c'est. Mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que du coup, ils sont très à fond sur ça. Donc forcément, il y a plus de moyens. Donc les technologies vont plus vite. Donc forcément, toi qui arrives, tu vas forcément apprendre de nouvelles choses. Donc je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Et surtout, faut pas avoir peur d'apprendre de nouvelles choses. Par exemple, là, je suis en train d'apprendre tout ce qui est data scientist, les data science. Donc, j'apprends à coder, chose auxquelles j'aurais jamais pensé avant. Donc, franchement, c'est très, très intéressant. Je fais des IRM sur souris. J'ai appris à faire euh, une cannulation de la veine jugulaire. C'est un peu la manip phare du labo. Ils ont montré qu'on arrivait à rajeunir, entre guillemets, des souris en faisant des échanges de sang, donc en lavant, entre guillemets, en lavant le sang, purifiant le sang des facteurs négatifs, si je peux parler d'une manière réductrice. Et du coup, remettre du sang pur, entre guillemets, dans la souris. Du coup, ça régénère, ça rajeunit les souris. Donc, du coup, j'ai appris à faire de la chirurgie. Je suis chirurgien de souris. Finalement, ben regarde, par rapport à ce que tu nous disais au début, au Voilà, final, c'est pas exactement ce que tu voulais faire, mais voilà, tu t'y approches quand voilà, même. tout à fait. Donc voilà, n'ayez pas peur d'apprendre. Surtout, il faut pas avoir d'appréhension. Parce que souvent on dit, ah, j'ai jamais fait, ou je ne connais pas, ou j'aime pas trop. Quand on a des appréhensions, ou on vient avec déjà un jugement, ça met des barrières, en fait. C'est mieux d'avoir l'œil ouvert et puis être content d'apprendre, en fait. C'est ce qui permet d'avancer et d'apprendre mieux, de comprendre mieux. Ok, oh, mais super, super. Ben là, je vais te laisser nous dire ton mot de la fin. In English, please. Yes, of course. So what I will say is never give up. Keep going as far as you can. The sky is the limit. And please do not hesitate to contact me if you have any questions. I'll be more than happy to help in any way I can. So nice. Thank you so much, Thank Maggie, you. for the time. Thank you. It was really nice. Yes, I hope I could help someone. Yes, today. obviously. I'm sure. Merci beaucoup, Alexandra. Bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite.